Bien, nous allons maintenant corriger la dernière évaluation que nous avons faite dans la classe de quatrième année de deuxième cycle, donc fin de deuxième cycle. J'ai remarqué beaucoup d'erreurs d'inattention dans vos évaluations, c'est-à-dire que même lorsque vous avez compris la leçon, une fois qu'il faut la mettre en pratique, une fois qu'il faut analyser la partition, vous ne regardez pas ce qu'il y a à regarder pour pouvoir répondre correctement à la question. Vous lisez la question ou la consigne et ensuite vous ne réfléchissez pas, vous ne prenez pas le temps de réfléchir à tout ce que vous avez besoin de regarder dans la partition pour pouvoir y répondre. Première question, quelle est la tonalité principale et le mode principal dans l'œuvre qui vous était proposée? Donc je vais afficher dans la vidéo l'œuvre qui vous était proposée. Vous remarquez que je ne vous ai pas donné la fin. Volontairement, j'ai effacé la fin pour vérifier que vous ayez bien compris la leçon et que vous ayez bien la technique pour pouvoir trouver la tonalité sans avoir de contact visuel sur la fin de l'œuvre. Donc, il va falloir regarder l'armure. On regarde le début de l'œuvre, on regarde l'armure. Alors, je vois tout de suite que dans la portée du haut, ça change de clé dès le début. Il y a une clé de sol et tout de suite après le chiffrage de mesure, vous observez une clé de fa. Bon, c'est pas ça qui va m'aider à trouver la tonalité, mais au passage, je le remarque tout de suite. Il y a 4 bémols à la clé. Même si je ne sais pas lire les notes, si je connais l'ordre des bémols, je sais que ces 4 bémols sont forcément le premier si bémol, le deuxième mi bémol, le troisième la bémol, le quatrième ré bémol. Ça veut dire que même si la clé était effacée, parce que la partition aurait été découpée, ou parce qu'il y a du café qui est tombé dessus, ou parce que le chat a mordu le début de la partition, ou quoi que ce soit, même si on ne voyait pas la clé, on a 4 repères qui sont les 4 bémols. On sait à quelle note correspondent forcément ces 4 bémols. Lorsqu'ils sont au début de la portée, on sait qu'ils sont dans l'ordre et on a appris notre ordre des bémols. Donc, si, mi, la, ré. Voilà les 4 notes qui sont bémol à l'armure. Je commence par faire l'hypothèse majeure, l'hypothèse en majeur. Dans quelle tonalité on est si ce morceau est en majeur, si le mode principal de ce morceau était majeur. C'est l'avant-dernier bémol que je dois regarder. Donc le troisième, je récite l'ordre des bémols jusqu'au troisième, si, mi, la. C'est donc la bémol. Si on est en majeur, c'est la bémol majeur. Je rappelle que l'avant-dernier bémol nous donne directement la tonalité. Quand c'est des bémols, c'est l'avant-dernier, mais c'est directement la tonalité. Donc, première hypothèse, la bémol majeur. Nous allons faire maintenant l'hypothèse mineure. Il faut descendre d'une tierce. J'ai la chance d'avoir l'armure sous les yeux. Je n'ai donc pas besoin de me demander si c'est une tierce majeure ou une tierce mineure. C'est une tierce mineure dans tous les cas, mais je n'ai pas besoin de le calculer. Je descends juste d'une tierce. La, sol, fa. 1, 2, 3. Ce sera donc fa. Est-ce que ce sera fa dièse? Est-ce que ce sera fa bémol? Il n'y a pas de fa bémol à la clé, il n'y en a que 4, c'est si, mi, la, ré, le fa n'est pas bémol. Ça ne peut pas être fa dièse parce qu'il n'y a pas de dièse à la clé. D'accord? Donc, soit c'est la bémol majeur, soit si on est en mineur, c'est fa. Donc fa mineur. Tout de suite, je cherche la sensible de l'hypothèse mineure. Donc, je cherche la sensible de fa. Je descends d'un demi-ton. Ça ne peut pas être fa bémol. La sensible est forcément une note différente. Quelle est la note en dessous de fa? C'est mi. Il faut que ce soit un mi qui ait un demi-ton en dessous de fa. Ça tombe bien parce que entre mi et fa, la loi veut que ça fasse justement un demi-ton. Donc, c'est pas mi bémol, c'est pas mi dièse, c'est mi. Mi, fa, un demi-ton. Fa, je descends, mi, un demi-ton. La sensible de fa, c'est mi. Ah! Mais le mi est bémol à la clé. Donc, la sensible de fa mineur devra être mi bécart. Il faut le préciser, ce n'est pas évident puisqu'il est bémol à la clé. Ça devrait être mi bécart. Donc, si on est un fa mineur, je dois voir cette altération
accidentelle, qui apparaît comme accidentelle, mais une fois de plus, qui est tout à fait normale dans la gamme de Fa mineur, je dois voir apparaître un Mi bécard dans les 8 premières mesures de l'œuvre, si c'est bien l'hypothèse Fa mineur qui est la plus crédible. D'accord? Eh bien, maintenant, je regarde la partition et je lis les notes. Et c'est là que pour lire les notes, il ne faut pas se tromper de clé. Et c'est là que j'ai bien fait de remarquer depuis le début que la clé change immédiatement. Il y a une clé de sol au début, il y a l'armure, il y a le chiffrage de mesure, paf, tout de suite on change la clé, finalement c'est une clé de Fa. Bon, on aurait pu le mettre depuis le début, mais enfin, voilà, il faut le remarquer, c'est une clé de Fa. Je lis mes notes, attention, 4 mesures plus loin, ça rechange si je regarde bien ma partition dans la portée du haut, ça rechange, ça revient à nouveau 4 mesures plus loin en clé de sol. Et ça va peut-être changer plusieurs fois comme ça. Donc je suis bien attentif dans ma lecture des notes au changement éventuel des clés. Est-ce que je vois un Mi bécard dans les 8 premières mesures? Je regarde chaque altération. Au début, je vois du La bécard, ça ne m'intéresse pas. Je vois du Si bécard, ça ne m'intéresse pas. Je vois du La bémol, bon, il est déjà à la clé, mais comme il est dans la même mesure qu'un La bécard, il faut le remettre bémol, puisque une altération accidentelle est valable toute une mesure. D'accord? Une altération accidentelle, je le rappelle, n'est pas valable une octave plus haut ni une octave plus bas. Elle n'est valable qu'à l'unisson, mais dans la même mesure. Donc, si on ne veut pas qu'elle soit valable jusqu'à la fin de la mesure, il faut remettre les altérations à la clé. Je vois ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la sixième mesure, c'est-à-dire tout à la fin du premier système. Je vois un Ré bécard aussi dans la clé de sol. Ça a changé de clé, maintenant c'est une clé de sol. Ça ne m'intéresse toujours pas. Moi, je cherche s'il y a un Mi bécard. Et je change de système, deuxième système, je descends. En dessous, nous en sommes à la septième mesure. Et là, je vois apparaître en clé de sol, je vois apparaître un Mi bécard. En plus, ce Mi bécard, ce n'est pas juste une note comme ça qui passe, bon, on n'en a rien à faire. Non, ce Mi bécard, en plus, il fait partie d'un accord, il fait partie d'un ensemble. Quel est cet ensemble? Au-dessus, je vois Sol, et en dessous, parce qu'il y a quelque chose, il y a de la vie, hein, en dessous, il y a une clé de Fa, les deux portées sont reliées par une accolade, c'est un système, donc il faut aussi regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous. Je ne vois rien en dessous, ça ne veut pas dire qu'on n'entend rien. Et oui, parce que même si je ne vois rien pile à la verticale, il y a quelque chose qui sonne pendant ce Mi bécard et pendant ce Sol de la première mesure du deuxième système. C'est le Do que l'on voit avant à la basse. Alors il est avant, mais il dure. C'est une blanche pointée. Il dure toute la mesure. Donc il y a bien un Do en même temps que le Mi bécard et le Sol. Ça aussi, vous vous faites souvent avoir avec ces choses-là. Vous ne faites que regarder verticalement sans vous demander s'il y a quelque chose qui sonne ou pas. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il n'y a pas de son. Il faut prendre en compte le rythme. Donc nous avons Do, Mi bécard, Sol. Bon, ça, en fin de deuxième cycle, on sait que ça fait un accord quand même, Do, Mi bécard, Sol. Okay, donc ce Mi bécard fait bien partie d'un accord. Il est bien solidaire avec d'autres sons. En fait, ce n'est pas juste un son qui fait que passer comme ça. En plus, si je regarde la mesure suivante, la huitième mesure, il est confirmé ce Mi bécard. Je retrouve ce Mi bécard sur la première ligne de la portée du haut, mais aussi sur le quatrième interligne de la portée du haut. Et dans la mesure suivante, neuvième mesure, si je vais un petit peu plus loin, j'ai encore un Mi bécard, et dixième mesure, j'ai encore un Mi bécard. Donc ça semble quand même significatif tout ça. Hein. Donc j'ai bien trouvé la sensible de l'hypothèse mineure dans les 8 premières mesures. L'hypothèse donc la plus probable, qui va être probable à 99,99%, on va dire, c'est que la tonalité principale c'est bien Fa et que le mode principal c'est bien mineur. Quels sont les tons voisins théoriques? Alors, qu'est-ce que c'est déjà que des tons voisins? On dit ton voisin, ça veut dire tonalité voisine, ça veut dire gamme voisine. En quoi sont-elles voisines? Elles sont voisines parce qu'elles n'ont pas plus d'une altération de différence.
Par exemple, un Do majeur, il n'y a rien à la clé, d'accord? Si vous avez un seul dièse, si vous mettez un seul dièse dans une gamme ou un seul bémol dans une gamme, eh bien, ces gammes seront voisines parce qu'elles n'auront qu'une altération de différence par rapport à la tonalité de départ qui serait Do majeur. Donc, par exemple, avec un dièse, ça pourrait être donc Sol majeur, puisque le dernier dièse est la sensible. Là, il n'y a qu'un dièse, donc le dernier c'est Fa dièse. Fa dièse, si Fa dièse est la sensible, on monte au-dessus, c'est Sol. Ça, ce serait l'hypothèse majeure. D'accord? Ou s'il y avait un bémol, on l'a vu tout à l'heure, il faut le connaître par cœur, un bémol, l'hypothèse majeure, ce serait Fa majeur. D'accord? Donc, voilà ce que sont les tons, les tonalités, les gammes voisines. Elles n'ont pas plus d'une altération de différence. Comment les trouver? Eh bien, à partir de la tonalité principale, vous devez chercher d'abord les deux quintes. Donc la quinte au-dessus, il y a une quinte au-dessus et il y a une quinte en dessous. Facile de trouver la quinte supérieure et la quinte inférieure. Il suffit de réciter l'ordre des dièses en montant, l'ordre des bémols en descendant. Alors là, notre tonalité principale, c'était Fa mineur. D'accord? Fa, une quinte au-dessus, je récite l'ordre des dièses. Fa, Do, ce sera Do. Et ce sera mineur aussi. Parce que la quinte au-dessus et la quinte en dessous vont rester dans le même mode. Lorsque vous cherchez les tons voisins, la quinte supérieure et la quinte inférieure sont dans le même mode que le mode principal. D'accord? Donc, Fa mineur, ça c'est la tonalité principale. On monte d'une quinte. Donc Do, et ce sera toujours mineur. Maintenant, on descend d'une quinte. Je récite l'ordre des bémols. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. J'ai dit tout à l'heure que c'était infini l'ordre des bémols. Si, mi, la, ré, sol, do, fa, si. Do, fa, si. D'accord? Je peux recommencer. Donc, c'est si bémol et c'est mineur aussi. Alors, c'est forcément si bémol parce qu'il y a un si bémol à la clé. Ce n'est pas do dièse ni do bémol, il n'y a pas do dièse ou do bémol à la clé. D'accord? Bon. Donc, la quinte supérieure et la quinte inférieure, c'est dans le même mode que le mode principal. Et ensuite, nous avons les gammes relatives de la tonalité principale et des deux autres tonalités à la quinte supérieure et à la quinte inférieure. Donc, maintenant, pour trouver les gammes relatives, nous allons monter d'une tierce, plus une tierce. Plus une tierce. C'est pas la peine là de se demander si c'est une tierce mineure ou une tierce majeure, puisqu'on a la chance d'avoir l'armure. Donc, ce sera une tierce en tenant compte de ce qu'il y a à l'armure. Donc, Do, je monte Do, Ré, Mi. Je regarde l'armure de mon œuvre. Le Mi est bémol, donc ce sera Mi bémol. Et comme c'est la gamme relative, ce sera Mi bémol majeur. Fa, je monte d'une tierce. Fa, Sol, La. La quoi? La bémol, la dièse. À la clé, il y a la bémol. Donc ce sera la bémol. On n'oublie pas de le mettre. Il y en a beaucoup qui ont oublié de me préciser les altérations. Ce n'est pas la même tonalité, la majeure ou la bémol majeure. Ce n'est pas possible de ne pas regarder les altérations à la clé, de ne pas en tenir compte et de ne pas préciser si la note que l'on donne est bémol ou dièse ou rien du tout. D'accord? Ensuite, si bémol, je monte d'une tierce, si, do, ré, ré, ré bémol, ré dièse, ré quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la clé? Le ré est bémol à la clé, donc c'est ré bémol. Ré bémol majeur. Voilà, donc on est parti de Fa mineur. Quels sont, alors Fa mineur, c'est la tonalité principale, ce n'est pas les tons voisins. Nous, on cherche les tons voisins de Fa mineur. D'accord? Donc les tons voisins de Fa mineur sont Do mineur, Si bémol mineur, Ré bémol majeur, La bémol majeur et Mi bémol majeur. Je demandais donc ensuite à quel endroit de la partition
est-ce que l'on entre dans la tonalité relative? Alors, la tonalité relative de la tonalité principale, la tonalité relative de cette œuvre. Cette œuvre est en fa mineur. Sa tonalité relative, c'est la bémol majeur. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de trouver à quel endroit on entre en la bémol majeur. Alors, on se souvient du petit cours que j'ai fait tout à l'heure. Pour passer d'une tonalité mineure à la tonalité relative majeure, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut perdre la sensible, donc il faut abaisser le septième degré sans aucune autre altération. Alors, pardon, il faut abaisser le septième degré durablement, il faut que ce soit confirmé, sans aucune autre altération accidentelle. Quel est le septième degré? Quelle est la sensible de fa mineur? C'est mi bécard, on l'a dit tout à l'heure, mi bécard, je dois voir apparaître le bécard. Si je ne vois pas apparaître le bécard, c'est que le septième degré est abaissé. Je ne verrai pas forcément le bémol parce qu'il est à la clé, donc rien ne va attirer mon attention sur le fait qu'il est abaissé, mais si je ne vois pas le mi bécard, c'est que le septième degré est abaissé. Alors, où est-ce qu'il y a un mi que je ne vois pas bécard? Je le cherche dans la partition, je lis bien en prenant en compte les changements de clé. Je ne vois aucun mi qui ne soit pas indiqué bécard dans la première page. Je vais regarder dans la deuxième page. Alors, au tout début de la deuxième page, je vois un mi qui est toujours bien indiqué bécard. Ah, 1, 2, 3, 4. Quatrième mesure du premier système de votre deuxième page. Je vois un mi dans la portée du bas, la deuxième note dans la portée du bas, et oui, c'est la deuxième note parce qu'on a changé de clé. Ce n'est pas la clé de fa qui est au début de la portée, il y a une clé de sol qui s'est glissée dans cette portée. Donc, la deuxième note en partant du bas, c'est bien un mi. Ce mi n'est pas précisé bécard, il est donc bien tel qu'il est indiqué à la clé, c'est-à-dire bémol. Mais il y a d'autres altérations accidentelles à cet endroit-là. Je vois un la bécard, juste au-dessus. D'accord? Donc, ce n'est pas là qu'on va passer dans la tonalité relative. Je cherche de nouveau un mi qui ne serait pas bécard et je le vois tout à fait, oui, c'est ça, je le vois tout à fait au bout du premier système de la deuxième page. Dans la dernière mesure du premier système de la deuxième page, je vois bien un mi qui est précisé bémol. On ne sait pas trop pourquoi il est précisé bémol. D'ailleurs, il n'a pas à l'être. Mais bon, ça nous confirme qu'il n'est pas bécard. Au moins, c'est bien mi bémol dans la portée du haut. Et je vois aussi dans la portée du bas, il y a un groupe de sons en blanche. Et dans ce groupe de sons en blanche, je vois également un mi qui n'est pas précisé bécard, il est donc bémol. Cela dit, je vois à cet endroit-là une altération accidentelle. Cette altération accidentelle, c'est un sol bécard. Mais attention, là, effectivement, il y a un petit piège, parce qu'elle n'a rien à faire là, cette altération. Ce n'est pas une altération accidentelle, en réalité, ce sol bécard que l'on voit dans cette mesure. Pourquoi ? Parce que l'éditeur n'aurait pas dû préciser qu'il est bécard. Il n'a pas à préciser que ce sol est bécard, parce que dans la mesure précédente, il y a eu un sol bémol, mais ce sol bémol, il n'est valable que pour la mesure précédente. En plus, on observe que ce sol bémol dans la mesure précédente est en position de broderie, clairement, donc il n'est peut-être pas si important que ça, hein, puisqu'il brode un autre son qui, lui, va peut-être être plus important. Hein. Ce n'est qu'une broderie, ce sol bémol, donc il n'y avait vraiment pas besoin de préciser le sol bécard dans la mesure suivante. Donc ça prête à confusion et ça induit en erreur ces altérations soi-disant de précaution qui ne sont là que pour pallier en fait aux élèves, aux musiciens qui n'ont pas bien appris leur leçon de théorie et qui oublient que l'altération accidentelle n'est valable qu'une mesure. Donc ces altérations de précaution, c'est bien, elles aident les musiciens qui n'ont pas bien appris leur leçon, mais du coup, elles peuvent aussi induire en erreur, elles peuvent aussi nous faire croire qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là, alors qu'il ne se passe rien du tout. En réalité, il n'y a pas d'altération accidentelle. Il ne devrait pas y en avoir, en tout cas dans la partition. Alors, admettons que
vous n'ayez pas trouvé un changement de tonalité dans la gamme relative, dans le ton relatif, à cet endroit-là, parce que vous voyez apparaître une altération que vous croyez accidentelle à cet endroit-là. Moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Il y a une indulgence quand même. Hein. Je comprends que vous puissiez vous faire avoir sur cette mesure. Regardons un petit peu plus loin. Regardons le deuxième système de cette deuxième page. Deuxième système de cette deuxième page. Alors là, vous voyez, c'est marrant aussi. Il y a un ré bémol en altération accidentelle, alors que le ré bémol est à la clé, mais juste à quoi? Même pas 1 cm avant. Vous voyez, donc ça, c'est très rigolo, ça aussi. Comme, bon. Le principe, c'est peut-être de surcharger le plus possible la partition inutilement et de nous induire en erreur. En tout cas, il y a bien un mi bémol dans cette première mesure. Et évidemment, le ré bémol n'est pas une altération accidentelle puisqu'il est à la clé, on le voit juste avant. Donc là, c'est encore plus clair. Si c'est toujours pas clair, on regarde la mesure suivante. Deuxième mesure du deuxième système de la deuxième page. On retrouve le mi qui est toujours bémol, donc ça fait un petit moment qu'il est bémol là quand même. Je crois qu'on peut dire que c'est un phénomène qui est confirmé, qui est durable, hein, et il n'y a aucune autre, alors là pour le coup, il n'y a vraiment aucune autre altération accidentelle. Dans la mesure suivante, aucune altération accidentelle. Dans la mesure suivante aussi, vous pouvez continuer comme ça pendant quelques mesures. Les mi sont bien bémol, donc le 7e degré est bien abaissé et il n'y a aucune autre altération accidentelle à cet endroit-là. Donc, on va dire qu'au pire des cas, à la deuxième mesure du deuxième système de la deuxième page, on est sûr d'être en La bémol majeur et donc d'être passé dans la tonalité relative. Alors en réalité, si l'on tient compte qu'il y a certaines altérations accidentelles qui n'ont pas à être écrites, en fait, que l'on ne devrait pas voir, en réalité, on y est déjà dans la dernière mesure du premier système de la deuxième page, mais j'acceptais comme réponse, on va dire, jusqu'à la troisième mesure, jusqu'à la troisième mesure du deuxième système de la deuxième page, ça me va. Vous auriez trouvé que, bon, c'est dans ce secteur-là, n'est-ce pas, que l'on entre dans la tonalité relative. Alors, quatrième exercice. Écrivez ci-dessous une cadence parfaite en mi mineur. Quels sont les mots importants de cette consigne? Eh bien, tout simplement, comme toute consigne, c'est tous les mots. D'accord? On lit tous les mots, on n'en oublie pas un de la gauche vers la droite. C'est ça la lecture. La lecture, ça commence par tout lire déjà, sinon on va faire une erreur, on ne va pas comprendre. Écrivez, bon ça va, je pense que vous avez compris. Ci-dessous, bon ça je pense que ça va aussi, vous avez compris, j'espère. Une, pas deux, pas une, d'accord? Cadence, qu'est-ce que c'est qu'une cadence? Une cadence, c'est une ponctuation musicale. C'est une ponctuation qui peut être suspensive, comme une virgule par exemple, ou conclusive comme un point. Donc, il n'y a pas de cadence sans phrase, d'accord? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est vrai que, idéalement, il aurait fallu composer carrément un morceau de musique, écrire une phrase musicale, pour qu'au bout de la phrase, ce soit une cadence. Au bout de la phrase, parce que j'ai demandé une cadence parfaite. La cadence parfaite, elle est conclusive. Donc, en principe, il aurait fallu écrire, composer une phrase entière pour que ce soit bien une cadence en bout de phrase. Bon, je n'en attendais pas tant. En réalité, il est sous-entendu qu'il y a une phrase qui précède votre cadence et moi, je veux que vous n'écriviez que la cadence d'une phrase imaginaire, on va dire. D'accord? Donc, on suppose qu'il y a eu une phrase avant et vous ne devez écrire que la cadence. Cadence parfaite, cadence conclusive. La seule chose qui est conclusive en musique tonale, c'est le premier degré. Il n'y a que le premier degré qui est véritablement conclusif. Donc déjà, notre cadence, elle va se terminer par le premier degré, déjà. D'accord? Je rappelle que la cadence parfaite doit se faire par l'enchaînement de l'accord du 5e degré à l'accord du premier degré. Et je rappelle que dans toute cadence, les accords doivent se faire à l'état fondamental. Que signifie l'état fondamental? Ça signifie que la note qui a servi à construire l'accord
doit se trouver au fondement, doit se trouver à la base, c'est-à-dire à la basse. D'accord? On doit écrire la note qui a servi à construire l'accord, que l'on appelle d'ailleurs la note fondamentale. On doit l'écrire, ça doit être la plus grave, on doit l'écrire à la basse. D'accord? Donc, on doit enchaîner les accords du 5e degré et du 1er degré. Je vous rappelle que les degrés s'écrivent en chiffres romains. À l'état fondamental se chiffre 5 en chiffres arabes. Quand vous chiffrez des accords, je ne vous le demandez pas là, mais je vais vous le demander dans les questions suivantes, mais quand vous chiffrez des accords, je vous rappelle que vous avez deux choses à chiffrer. L'état de l'accord, donc le chiffre arabe qui va nous dire s'il s'agit de l'état fondamental du premier ou du deuxième renversement, et le degré de la note fondamentale de l'accord, qui lui s'écrit en chiffres romains. D'accord? Alors, nous avons un système toujours de portée avec une clé de sol deuxième ligne en haut et une clé de fa quatrième ligne en bas. C'est bien de préciser toujours la ligne des clés, même pour la clé de sol et la clé de fa, qui ont le droit de se déplacer et de s'écrire sur d'autres lignes. Notre cadence parfaite, il faut qu'elle soit, ça fait partie de la consigne, en mi mineur. Ça veut dire que le premier degré, c'est mi. Et que l'accord que je vais construire à partir de mi, il a donc pour note fondamentale mi, et que ce mi doit être à la basse. Donc ça va terminer par mi. Quel est le 5e degré de mi? Eh bien, le 5e degré, il est une quinte au-dessus du premier degré. Donc j'utilise toujours l'ordre des dièses. Fa, do, sol, ré, la, mi. Quel est le suivant? Si. Donc le 5e degré de mi, c'est si. J'écris si. Je peux l'écrire ici ou une octave plus haut. Ça, comme vous voulez. Ici, on a une octave. Ici, on est une quinte au-dessus. Et ici, on est une quarte en dessous. Alors, vous observez ceci d'intéressant, que quand vous superposez une quinte et une quarte, ça ne fait pas 9, ça fait 8. Parce que je rappelle à tout le monde qu'une superposition d'intervalles n'est pas une addition d'intervalles. L'addition ne fonctionne pas. Ou alors, il faut faire -1 à chaque fois. Bon. D'accord? Une superposition d'intervalles n'est pas une addition. Si, mi, mi, si. On a retourné les notes, on a renversé les notes. Le si qui était en bas, là, il est passé au-dessus du mi. C'est ce que l'on appelle le renversement des intervalles. En réalité, l'intervalle n'est pas renversé, ce sont les notes de l'intervalle qui sont renversées. Il faut faire attention, parce que dans la théorie musicale, on prend souvent beaucoup trop de raccourcis. Et ces raccourcis, ils sont dangereux, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus de quoi on parle. Renversement des intervalles. Vous allez trouver cette expression partout, dans vos manuels de formation musicale, dans les ouvrages de théorie. L'intervalle n'est pas renversé. Ce sont les notes, les degrés de l'intervalle qui sont renversés. Si, mi, mi, si. D'accord? Ce n'est pas une carte dans un sens qui devient une carte dans l'autre. Non. Ce sont les notes qui sont renversées. Du coup, ça ne fait pas le même intervalle. La carte devient une quinte. Ce qui est intéressant, c'est que vous observez que, effectivement, si vous partez du mi, vous observez qu'une quinte en montant est égale à une quarte en descendant. Ça vous mène à la même note, au même degré. C'est ça qui est intéressant à remarquer avec les intervalles, c'est qu'un intervalle avec le renversement des intervalles, ou plutôt avec le renversement des notes de l'intervalle, c'est que un intervalle dans un sens vous mène à la même note, vous mène au même endroit, finalement, que son renversement dans l'autre sens. Alors si on met ça en relation avec l'ordre des dièses et des bémols, c'est intéressant. On a dit que l'ordre des dièses, ce sont des quintes en montant. Et bien du coup, c'est aussi des quartes en descendant. L'ordre des bémols, ce sont des quintes en descendant. Et bien du coup, ce sont aussi des quartes en montant. Donc, si vous connaissez par cœur l'ordre des dièses et des bémols et que vous avez bien compris à quel intervalle associer, eh bien, vous avez toutes les quintes et vous avez aussi toutes les quartes dans les deux sens. Vous avez les quintes dans le sens de l'altération et les quartes dans le sens inverse de l'altération.
Donc là, je ne vais garder que le si du bas, c'est un choix de ma part, mais vous avez le droit de l'écrire en haut, c'est pas du tout un problème. Hein. Alors, nous avons oublié quelque chose d'important. Notre cadence parfaite doit être dans la tonalité de mi mineur. Alors moi, je ne suis quand même pas tout à fait sûr que dans la tonalité de mi mineur, il n'y ait absolument rien à la clé. On sait que quand il n'y a rien à la clé, c'est Do majeur ou, quelle est la tonalité relative de Do majeur? On descend d'une tierce, Do, Si, La, c'est La mineur. Donc ça n'a rien à voir avec mi mineur. Donc c'est impossible qu'il n'y ait rien à la clé en mi mineur. Ça fait partie de l'exercice. Je vous donne une tonalité, je vous demande d'écrire une cadence parfaite dans cette tonalité. Si vous ne me mettez pas la bonne armure, vous n'avez pas respecté une partie de la consigne. D'accord? Alors, comment trouver l'armure en mi mineur? Eh bien, il va falloir faire le chemin en sens inverse de la leçon que nous avons vue tout à l'heure. Là, nous avons l'hypothèse mineure. Eh bien, il va falloir trouver l'hypothèse majeure. Donc, il va falloir remonter d'une tierce. Et cette fois, nous ne connaissons pas l'armure. Donc là, il va falloir se prendre la tête avec quelle tierce exactement. Je rappelle que c'est toujours une tierce mineure. Même quand c'est pour aller de mineur vers majeur, c'est une tierce mineure. Le rapport entre les deux gammes relatives, c'est toujours une tierce mineure, c'est-à-dire un ton et demi. Mais quand c'est pour aller vers majeur, on remonte. D'accord? Donc, mi, fa, sol. 1, 2, 3. Ce sera sol. Ce sera sol quoi? Sol bémol, sol dièse. Ah, là, il faut que je calcule. Mi, fa, un demi-ton. Fa, sol, un ton. Donc de mi à sol, ça fait un ton et demi. Et ça, c'est bien la composition d'une tierce qualifiée de mineure. Donc ce sera sol. Il n'y a pas besoin de mettre dièse ou bémol. Sol majeur. Bien, ça c'est l'hypothèse majeure. Eh bien, quelle est l'armure en sol majeur? Sans doute que vous la connaissez par cœur, mais on va quand même faire l'exercice. On va en sens inverse, donc maintenant, sol, il faut trouver la sensible. Quelle est la sensible de sol? C'est forcément la note en dessous, donc c'est fa. Mais c'est un fa qui n'est pas à un ton de sol. C'est un fa qui est très proche de sol. Donc il faut que je remonte ce fa, fa dièse, pour qu'il soit à un demi-ton de sol. La sensible de sol, c'est fa dièse. Et donc je n'ai plus qu'à réciter l'ordre des dièses jusqu'à fa dièse pour trouver l'armure de sol majeur qui sera la même que l'armure de mi mineur. C'est parti, fa. Voilà, c'était court. Réciter l'ordre des dièses jusqu'à fa. Fa, c'est le premier dièse, donc il n'y en a qu'un. Et donc, j'écris fa dièse à l'armure. Attention, je me souviens que l'armure dans le mode mineur n'inclut pas toutes les notes dont j'ai besoin dans la gamme mineure. L'armure n'inclut pas le septième degré dans la gamme mineure. Quel est le septième degré de mi? Donc, maintenant, on va chercher la sensible de mi. C'est forcément la note en dessous. Mi, ré. C'est forcément un ré. Mais entre ré et mi, on a un ton. Il faut que ce soit un ré très proche de mi. Donc, je vais devoir relever le ré pour qu'il ne soit qu'à un demi-ton de mi. Ce sera donc ré dièse. Malheureusement, je n'ai pas le droit de le mettre à la clé. Donc, il faudra, si jamais je dois écrire la note ré, il faudra que je mette le dièse. D'accord? Et maintenant, c'est bon, je peux construire mes accords. Je vais construire l'accord du cinquième degré, c'est-à-dire l'accord de si. Comment est-ce que je construis l'accord du cinquième degré? En empilant des tierces. Et là, il faut que je connaisse bien mes tierces. Donc ça va être si, ré, ah ben justement, voilà qu'il y a ré. Je n'oublie pas d'écrire le dièse. Ce sera ré dièse. Si, ré dièse et fa, qui est dièse à la clé. J'avais demandé d'écrire à 4 voix. 4 voix, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a 4 notes différentes. On peut doubler une note. Mais 4 voix, ça veut dire 4 strates. 1, 2, 3, il me faut une quatrième strate. Je vais doubler le si parce que c'est la note la plus importante de l'accord. C'est la note fondamentale. Voilà. Je vais maintenant construire l'accord du premier degré, c'est-à-dire l'accord de mi. Et là, c'est pareil, j'empile des tierces pour le construire. Mi, sol, si, et je vais doubler le mi aussi, que je peux écrire sur l'autre clé. Voilà, alors pour un exercice de solfège, ça me suffit. On a bien l'enchaînement de l'accord du cinquième degré
à l'état fondamental, à l'accord du premier degré, à l'état fondamental, en mi mineur. Ça respecte la consigne. Après, si ce n'est pas qu'un exercice de solfège, si c'était un exercice de composition, je serais un peu plus exigeant que ça. Parce que ça, en composition, ça ne me convient pas. Ça, ce n'est pas un enchaînement d'accords. C'est une juxtaposition d'accords. Pourquoi ce n'est pas un enchaînement? Je vois que les sons ne forment pas une chaîne. Vous voyez, chaque son est représenté par un rond. C'est comme un maillon d'une chaîne. Je vois qu'ils ne s'emboîtent pas l'un dans l'autre. Regardez. Pour s'en rendre compte, il faut arrêter de lire verticalement. Il faut essayer de relier chaque son de l'accord au son suivant. Le son le plus bas, il va au son le plus bas. Donc vous voyez, ce n'est pas conjoint. Ce son, il ne vient pas de celui-ci en réalité. Le plus bas vient du plus bas. Le deuxième vient du deuxième. Le troisième vient du troisième. Et le quatrième vient du quatrième. Mais c'est assez difficile à percevoir justement lorsque tout est disjoint. Donc, si on veut un enchaînement d'accords, il faut créer une chaîne. C'est-à-dire que le mi, il vaudrait mieux qu'il vienne du ré dièse, par exemple, de la sensible. D'accord? On aurait davantage l'impression de deux maillons d'une chaîne qui se raccordent. Donc le ré dièse, je vais le mettre en haut. Le si, eh ben, c'est bien qu'il vienne du si, comme ça c'est pas loin. Hein? Et le sol, ben là, vous voyez, ça se raccorde, il vient du fa. Ça fait, on a davantage la sensation d'un enchaînement d'accords plutôt que d'un accord, pouf, et puis un autre pouf qui n'a rien à voir. Ok? En plus, dans l'exemple précédent, les quatre voix faisaient la même chose. Celle du bas montée d'une carte, celle du haut montée d'une carte, les deux à l'intérieur montées d'une carte aussi. Donc, si on écrit quatre voix pour que les quatre fassent la même chose, bon, on aurait pu en écrire qu'une. Hein. Si on veut vraiment que ce soit une vraie polyphonie, il vaut mieux que chaque voix fasse quelque chose de différent, d'un petit peu différent, se distingue. Vous voyez, celle-ci, elle monte d'un demi-ton, celle-ci, elle reste en place, celle-ci aussi, elle monte d'un demi-ton, et celle-ci, elle monte d'une carte. Là, on a davantage de différence entre les voix, c'est davantage de la polyphonie. Voilà, donc en composition, je préfère effectivement l'écrire de cette manière-là. Ok? Mais ce n'est pas ce que j'attendais pour cette évaluation de solfège. Je n'étais pas exigeant à ce point-là pour cette évaluation. Donc du moment qu'il y avait le bon, si ce n'est enchaînement, en tout cas la bonne juxtaposition d'accords dans la bonne tonalité, ça me convenait. Cinquième exercice. Quelles sont les cadences encadrées dans la partition? Alors, déjà, on va essayer de se souvenir qu'est-ce qu'il existe comme cadence, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on est censé connaître comme cadence en fin de deuxième cycle. Donc, vous avez la cadence parfaite que l'on vient de voir, qui va se faire par l'enchaînement à l'état fondamental des accords du cinquième degré au premier degré. L'accord du cinquième degré peut être un accord parfait majeur, donc que l'on va chiffrer 5, ou un accord de septième, ce que l'on appelle la septième de dominante, c'est possible aussi, donc ça peut être un 7+. 7 avec un plus en dessous, c'est le code pour l'état fondamental de la septième de dominante, c'est-à-dire un accord du cinquième degré avec 4 notes différentes, d'accord, et donc avec une septième. Le plus, on dit plus, mais c'est une petite croix à l'origine, c'est pas le signe plus. Bon, aujourd'hui on dit plus. Le plus indique la présence de la sensible. Je vous en ai beaucoup parlé dans cette vidéo de la sensible, c'est très important, donc c'est important de la signaler, la sensible. Et bien justement, on la signale, il y a une sensible dans cet accord. Il y a deux choses importantes dans l'accord de septième de dominante, ben c'est la septième, sinon c'est pas une septième. La sensible est très importante, et septième de dominante, ça veut dire du cinquième degré. Donc, ces trois informations sont évidemment très importantes. La demi-cadence. Qu'est-ce que c'est qu'une demi-cadence? Eh bien, la demi-cadence, c'est une demi-cadence. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que c'est la moitié d'une cadence. C'est la moitié d'une cadence parfaite. Donc, on va faire la cadence parfaite à moitié. Et quand les choses sont faites à moitié, elles ne sont pas terminées. Donc, c'est forcément une cadence suspensive. Alors là, je ne mets pas l'accord de septième de dominante, je mets juste un accord parfait. C'est possible aussi. Mais en tout cas, que ce soit un accord de septième
de dominante ou un accord parfait de dominante aussi du cinquième degré. C'est en tout cas un accord du cinquième degré à l'état fondamental. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un accord du premier degré à l'état fondamental après, hein. Mais ça veut dire qu'on a une sensation de pause à cet endroit-là. C'est-à-dire que s'il y a un accord du premier degré à l'état fondamental après, ce n'est pas pour la fin d'une partie, c'est pour commencer une nouvelle phrase. D'accord? Alors qu'ici, l'accord du premier degré, il conclura une phrase. Il ne commencera pas une nouvelle phrase. Hein, c'est ça la différence. Voilà, donc je n'en tiens pas compte de celui-ci si jamais il y avait un accord du premier degré à l'état fondamental après. Vous avez la cadence éviter qui, comme son nom l'indique, va nous permettre d'éviter la conclusion, d'éviter de faire une cadence parfaite. Mais on va quand même faire croire qu'on part pour faire une cadence parfaite et puis finalement il y a une feinte. Ah, ça ne sera pas un accord du premier degré. Nous allons donc, pour faire croire que ça va être une cadence parfaite, faire l'accord du cinquième degré à l'état fondamental. Dans cet accord, il y a une sensible. Alors là, c'est curieux parce que ce n'est pas précisé, alors qu'il y a une sensible aussi. Mais bon, ce sont les codes, c'est fait comme ça, mais il y a bien une sensible aussi. Dans tout accord du cinquième degré, il y a une sensible, même quand ce n'est pas précisé. Hein. Bon. Donc cette sensible, c'est quoi une sensible? C'est attiré par le premier degré. Donc il faudra bien qu'il y ait un premier degré après. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un premier degré dans l'accord que c'est un accord du premier degré. On peut trouver le premier degré dans un autre accord. Par exemple, dans l'accord du sixième degré. L'accord du sixième degré, il est constitué du sixième degré. Je monte d'une tierce 6, 7, le 8 n'existe pas. Au-dessus de 7, c'est 1. Donc une tierce au-dessus de 7, il y a bien le premier degré qui va permettre de résoudre la sensible qui est dans l'accord du cinquième degré. 1, 2, 3, et ensuite ce sera le troisième degré. Voilà. L'accord du sixième degré est constitué du 6, du 1 et du 3. Donc en utilisant l'accord du sixième degré, je résous bien la sensible sur le premier degré, donc ça nous fait croire que c'est conclusif. En fait, non, puisque ce n'est pas non plus l'accord du premier degré. Le premier degré fait partie de l'accord, mais ce n'est pas la note principale de l'accord, ce n'est pas la note sur laquelle, ce n'est pas le degré plutôt, sur lequel est fondé l'accord. En plus, avantage d'utiliser un sixième degré, le sixième degré, il donne l'impression qu'on change de mode. Le sixième degré, quand on est en mode majeur, par exemple, le sixième degré, c'est un accord parfait mineur. Et quand on est en mineur, le sixième degré, c'est un accord parfait majeur. Donc ça crée une surprise. Hein, et c'est ça qui joue vraiment la feinte, en fait. Hein. On croyait qu'on allait faire une cadence parfaite, et puis hop, on prend un virage, hop, et on évite de faire, justement, d'être conclusif, on évite de faire la cadence parfaite. Cet accord doit aussi être toujours à l'état fondamental. Voilà les 3 cadences que vous devez connaître. Alors, il y a aussi la cadence rompue. La cadence rompue, c'est une forme de cadence évitée, mais c'est plus violent. C'est quand même plus violent de rompre que d'éviter, d'accord? Donc, la cadence rompue, elle va rompre avec la tonalité, c'est-à-dire qu'on va changer de tonalité. Ici, le deuxième accord, il sera dans une autre tonalité, d'accord? Voilà pour le rappel de théorie. Donc maintenant, on regarde la première cadence qui est entourée dans la partition, qui est encadrée dans la partition, la cadence C1. Je rappelle que la tonalité principale de cette œuvre, c'est Fa mineur. Et je lis mes accords. Je lis mes accords, donc lecture verticale. Je n'oublie pas de tout lire. Il y a 2 portées qui sont reliées par une accolade. Et il y a même la 3e portée de Cha au-dessus, qui n'est pas reliée par une accolade, mais qui est reliée par une barre, en fait, que vous voyez tout à fait à gauche. Et quelles sont les notes? Do, Do, Sol, Si. Il y a un Si également au-dessus. Et dans le même temps, puisque le Do du bas, il dure un temps, donc je regarde tout ce qu'il y a dans ce temps-là. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, un petit peu plus loin, toujours on retrouve le Si, un Mi qui est bécard, puisqu'il était bécard en début de mesure et qu'une altération entre guillemets accidentelle dure toute la mesure. Et d'ailleurs, le Mi bécard, on le voit aussi dans la partie de chant au-dessus. Donc j'ai quoi comme note? J'ai Do, j'ai Si bémol, j'ai Mi bécard et j'ai Sol. Je remets tout ça dans l'ordre pour faire uniquement des tierces. Do,
mi bécard, sol, si bémol. Et ensuite, j'ai un autre accord, fa, fa, la bémol et fa. Alors, ce n'est pas tout à fait un accord d'ailleurs, puisqu'il n'y a que deux notes, mais si c'était un accord, on pourrait assez bien deviner quel accord ce serait tout de même. Hein. On a fa à la basse, fa, la bémol. Alors, à votre avis, comment on peut compléter cet accord le plus naturellement, c'est le cas de le dire d'ailleurs, le plus naturellement du monde. Si l'accord est incomplet, s'il manque une note, on complète le plus naturellement du monde. On poursuit les tierces et donc fa, la, do. Bien, nous sommes en fa mineur. Alors, do, mi bécard, sol, si bémol. Déjà, je vois la présence de la sensible ici, mi bécard. La note fondamentale, une fois que j'ai tout écrit sous forme de tierce, là je suis sûr que c'est la plus grave. Attention, il n'y a que sous la forme d'un empilement de tierces que je suis certain que la note la plus grave, la note basse, est bien la note fondamentale. C'est do. Do, c'est quoi en fa? C'est le 5e degré. Donc nous avons un accord du 5e degré à l'état fondamental. Et ensuite nous avons le fa à la basse, fa, la, do. Un accord du 1er degré, cette fois à l'état fondamental. Cette première cadence est donc une cadence parfaite. La deuxième cadence se situe sur votre 3e page. Elle est encadrée, elle est notée C2, cadence 2. Alors là déjà, il n'y a qu'un seul accord qui est encadré. Il n'y a pas un enchaînement de deux accords, il n'y en a qu'un seul. Donc ça m'étonnerait que ce ne soit pas une demi-cadence dans ce cas-là. Hein. Ça ne peut être qu'une demi-cadence, mais on va vérifier. On lit les notes. On a do, do, sol, do, mi. C'est-à-dire do, mi, mi bécard. Hein. Do, mi bécard, sol. Bon, c'est bien un accord du 5e degré à l'état fondamental. C'est donc bien une demi-cadence. C3, troisième cadence qui est encadrée, là, il y a bien un enchaînement de deux accords, donc déjà, ça ne peut pas être une demi-cadence. Enfin, à moins qu'on vous ait encadré, l'accord qui précède l'accord du 5e degré. Oui, à la limite, oui, effectivement, on peut vous encadrer plusieurs accords. Si ça termine par un accord du 5e degré à l'état fondamental, c'est que c'est une demi-cadence. Or, quand je dis si ça termine, si cette période termine comme ça, parce que ça ne peut pas être la fin de l'œuvre, d'accord? La fin de l'œuvre, ça va être une cadence parfaite. Attention, la clé a changé. En bas, on a remis une clé de fa, ça veut dire que ça devait être une clé de sol avant. Oui, on a remis une clé de fa. Je ne me trompe pas de clé. En haut, je vérifie la clé que c'est bien une clé de sol. Et je lis mes notes, lecture contrapuntique, c'est-à-dire verticale. Do, sol, si bémol, mi bécard. Donc, je retrouve mon do, mi bécard, sol, si bémol, qui est un accord 7 plus du 5e degré. Et ensuite, on a ré, fa, la, fa. Alors, ré, fa, la, fa, c'est ré, fa, la. Ré bémol, fa, la bémol. La note fondamentale de l'accord, une fois qu'on a bien mis un empilement de tierces, c'est ré bémol. Le ré bémol, je vérifie sur ma partition, il est bien à la basse, donc c'est bien un état fondamental. Et ré bémol, c'est un 6e degré dans la tonalité de fa. Nous avons donc une cadence évitée pour la 3e cadence. Alors, nous allons maintenant chiffrer les accords. Je vous rappelle que les chiffrages d'accords correspondent toujours à un intervalle avec la basse. 5, 6, 6, 4, 7, tout ça, ce sont des intervalles avec la basse. Pas forcément avec la note fondamentale, avec la basse. Attention à ne pas confondre la basse et la note fondamentale. La note fondamentale, elle n'est pas toujours en bas. Elle peut être au-dessus, elle peut être au milieu. La note fondamentale, c'est celle sur laquelle repose l'accord lorsqu'on l'a fabriqué. On fabrique un accord en empilant des tierces. Par exemple, je fabrique un accord, je pars de Ré. Je fabrique un accord sur Ré. Donc, la note fondamentale, c'est Ré. Et oui, c'est un Ré parce que j'ai une clé d'ut sur la première ligne. Et j'empile des tierces. Ré, Fa,
là. Voilà, là, j'ai fabriqué mon accord. Maintenant, je peux le transformer, cet accord. Ça restera quand même un accord qui a été construit sur Ré. Tant que cette note fondamentale reste à la basse, l'accord est à l'état fondamental. Je la laisse à la basse, Ré. Le La, je le laisse en place. Il n'y a que le Fa que je vais monter d'une octave. Donc là, j'ai renversé cet intervalle. J'ai renversé les notes de cet intervalle. Fa, La, ça devient La, Fa. Mais je n'ai pas renversé l'accord. Ce n'est pas parce que je renverse certains intervalles de l'accord que je renverse l'accord. Je n'ai pas renversé l'accord parce que la note fondamentale de l'accord est bien restée à la basse. Donc, dans ces deux cas, l'accord est à l'état fondamental. Et la signature d'un accord à l'état fondamental, c'est qu'il y a une quinte avec la note la plus grave. C'est pour ça que l'accord à l'état fondamental se chiffre 5. Dans les deux cas, c'est un état fondamental. Ça, ce n'est valable que pour des accords de 3 sons, des accords avec 3 degrés différents. Ce n'est pas valable pour des accords de septième. Là, je parle bien d'accords de 3 sons. La signature d'un accord de 3 sons, de 3 degrés différents, je veux dire, à l'état fondamental, c'est qu'il y a une quinte avec la note la plus grave. Ce ne sera pas valable pour les accords de septième. Donc, si vous voyez déjà un accord avec 3 notes différentes, pas 4, juste 3 notes différentes, et que vous voyez qu'il y a une quinte avec la basse, c'est forcément que l'accord est à l'état fondamental. Maintenant, je peux très bien mettre la note fondamentale, Ré, au-dessus. Je la monte d'une octave. Le Fa, il reste à sa place. Le La reste à sa place. Cette fois, j'ai un renversement de l'accord. Et vous voyez que la note fondamentale, qui sera toujours la même note, ici c'est Ré, vous voyez que la note fondamentale n'est plus à la basse, ce n'est plus la plus grave. Ici, la note fondamentale, ce n'est pas Fa, c'est toujours la même, c'est toujours Ré, mais elle n'est plus à la basse. Fa est la note basse, Ré est toujours la note fondamentale de l'accord. Et là, j'ai un premier renversement. Il y a une sixte avec la basse, ça se chiffre 6. Il y a aussi une tierce, on pourrait le préciser, on pourrait préciser 6-3. C'est ce que l'on faisait autrefois. Aujourd'hui, on considère que la tierce, elle est évidente, il y a toujours une tierce dans un accord. Donc, on simplifie le chiffrage, on met 6. Et je pourrais encore renverser cet accord en faisant passer cette fois cette note au-dessus des autres. Cette fois, la note fondamentale qui est toujours la même, qui est toujours Ré, elle se situe au milieu. Et la note basse, cette fois, est là. Et qu'est-ce qu'on a? Cette fois, on a une sixte avec la basse. Et si je m'en tiens là, on va confondre ces deux codes. Donc là, je dois préciser aussi l'autre intervalle qu'on a toujours avec la basse, qui est 4. 6, 4. Voilà comment fonctionnent les chiffrages de l'état des accords. Maintenant, quand vous avez ça ou ça, comment savoir quelle est la note fondamentale? Parce que sur la partition, elle n'est pas coloriée comme ça. Hein. La première chose que vous devez toujours faire quand il s'agit des accords, si vous voulez comprendre quelque chose à l'accord, c'est de prendre vos notes et de les remettre sous la forme la plus simple, qui n'est pas la plus naturelle d'ailleurs, mais qui est la plus simple, c'est-à-dire un empilement de tierces. Tant que vous n'aurez pas remis les notes dans cet ordre-là sous forme d'empilement de tierces, vous ne pourrez pas trouver quelle est la note fondamentale, donc quel est le degré de l'accord, quel est le renversement, etc., etc. Donc la première chose à faire, c'est de remettre les notes sous cette forme-là. Là, vous regardez la note la plus grave, c'est la note fondamentale. Vous regardez ensuite sur votre partition quelle est la note qui est à la basse. Est-ce que c'est la note fondamentale? Dans ce cas, c'est l'état fondamental. Est-ce que c'est la deuxième note de l'accord? Dans ce cas, c'est le premier renversement. Est-ce que c'est la troisième note de l'accord? Dans ce cas, c'est le deuxième renversement. Vous avez 3 états, vous n'avez pas 3 renversements. Parce que l'un de ces états, c'est l'état fondamental. D'accord? Donc, il y a toujours un état
il y a toujours un renversement de moins que le nombre d'états de l'accord. Si vous avez 3 notes différentes, vous aurez 3 états, dont un état fondamental et 2 renversements. Si c'est un accord de septième, vous aurez 4 notes différentes. Donc, vous aurez 4 états, dont un état fondamental et 3 renversements. J'espère que je suis clair. Et maintenant, je vous rappelle donc les codes utilisés pour chaque type d'accord. Donc, un accord parfait, ce sera 5, 6 et 6, 4. Donc là, on a état fondamental, premier renversement, deuxième renversement. Quand ce sera des accords de septième, il y aura un troisième renversement. Accord de tritone, c'est-à-dire de quinte diminuée. Tout intervalle diminué est barré. Donc, quinte diminuée plus 6, 4, plus 6, 3 et 6 plus 4. Pour un accord de septième quelconque, c'est-à-dire pas sur un degré aussi important que le cinquième degré. C'est ce que l'on appelle des septièmes d'espèce. Bon. Donc, un accord de septième sur un degré quelconque. Ce sera tout simplement 7, 6, 5, 4, 3, 2, et voilà, c'est facile à retenir. Pour un accord de septième de dominante, c'est-à-dire un accord de septième tout à fait particulier qui a droit à un chiffrage rien qu'à lui, puisque c'est sur un degré important, le cinquième degré. Septième de dom, de dominante, qui est donc forcément sur le cinquième degré. Eh bien, c'est 7 plus 6, 5 barrés, la quinte est diminuée dans cet accord, plus 6, plus 4, ça veut dire que la sixte avec la basse, c'est la sensible. Et ici, ça veut dire qu'une quarte au-dessus de la basse, c'est la sensible. C'est ça que ça veut dire. Et enfin, les accords de septième diminués. Alors, comment reconnaître qu'une septième est diminuée? Déjà, eh bien, vous partez de l'octave. Do, Do, on ne s'endort pas. Hein? Do, Do, octave. La plus grande des septièmes, la septième majeure, sera la plus proche de l'octave. Donc, je ne descends que d'un demi-ton. Si, Do, Si c'est un demi-ton en dessous de l'octave, c'est la grande septième, septième majeure. Je m'éloigne encore de l'octave. Si bémol, cette fois, c'est une petite septième, septième mineure. Si maintenant je diminue encore cette octave, par exemple en relevant le Do en mettant Do dièse, Si bémol, c'est encore plus petit, ce sera une septième diminuée. Pour trouver la septième diminuée ou pour trouver les différentes sortes de septièmes, il faut partir de l'octave. Plus on s'éloigne de l'octave et plus la septième va être petite. Donc imaginons que ça ce soit une octave, je descends d'un demi-ton. Alors ça pourrait être une octave diminuée, mais admettons que ce soit une septième, dans ce cas c'est la plus grande des septièmes, donc septième majeure. Je descends encore d'un demi-ton, donc cette fois je suis à un ton de l'octave, septième mineure. Et si je réduis encore d'un demi-ton, donc soit ici en descendant, soit en remontant la note la plus basse, eh bien je vais encore réduire d'un demi-ton, et là j'aurai une septième diminuée. Voilà. C'est plus facile de partir de l'octave et d'enlever un demi-ton à chaque fois que de partir de la seconde et d'avoir à calculer un nombre incroyable de tons et de demi-tons, d'accord? Donc, pour l'accord de septième diminué, l'état fondamental va se chiffrer 7 barré. Alors, attention à la manière de barrer le 7. Donc, pour éviter toute confusion, soit on ne met pas la barre, et dans ce cas, ce n'est pas une septième diminuée, soit on le raye comme ceci en diagonale, et dans ce cas, c'est une septième diminuée. Donc, le premier renversement, on signale que la sixte à partir de la basse, c'est la sensible, et il y a une quinte diminuée. Donc, plus 6, 5 barrés. Deuxième renversement, plus 4, 3. Donc, dans ce cas, c'est la quarte avec la basse qui est sensible. Et troisième renversement, plus 2.
Donc, après ce rappel théorique, nous observons la partition et nous allons chiffrer les accords. Le premier accord qui est encadré, l'accord A1 sur votre partition. J'ai besoin de quoi pour arriver à lire cet accord? Faisons une checklist. J'ai besoin de vérifier la clé. J'ai besoin de bien lire les notes. J'ai besoin de vérifier s'il y a des altérations accidentelles et je vérifie l'armure à la clé. Alors, je vous vois que la clé a changé juste avant l'accord, donc là c'est assez facile puisque la clé est indiquée juste avant l'accord, elle aurait pu être quelques mesures, elle aurait pu changer quelques mesures avant, et dans ce cas peut-être que je l'aurais loupé si je n'observe pas l'ensemble de la partition. En bas, je pars du principe que c'est une clé de Fa. Eh bien non, on ne part pas du principe. On vérifie, est-ce que c'est une clé de Fa? Bon, là on a de la chance, oui, c'est une clé de Fa. La clé aurait pu changer entre-temps, d'accord? Donc, je lis les notes. On a Si, Si, Ré, Fa, Sol. C'est une lecture contrapuntique, c'est une lecture verticale qui se fait, vous le savez, traditionnellement du bas vers le haut, n'est-ce pas? Si, Si, Ré, Fa, Sol. Alors on simplifie, ce n'est pas la peine de doubler les notes. Si, Ré, Fa, Sol. La première chose à faire, c'est de remettre ces notes dans l'ordre afin d'obtenir un empilement de tierces. Sinon, je ne comprendrai rien à cet accord. Alors, qu'est-ce que ça donne avec Si, Ré, Fa et Sol lorsque je remets les notes dans l'ordre? Ça donne Sol, Si, Ré, Fa. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux connaître toutes les caractéristiques, toute l'identité de cet accord. Sous cette forme-là, je suis certain que la note fondamentale de l'accord, c'est celle qui est en bas. Donc c'est Sol. La tonalité à cet endroit de l'œuvre, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est Fa. C'est quoi Sol par rapport à Fa? C'est le deuxième degré. Donc, ce sera un accord du deuxième degré. Je commence par écrire le degré en chiffres romains. Ensuite, sur ma partition, quelle est la note qui est à la basse? Eh bien, c'est Si, c'est la deuxième note de l'accord. Donc, je rappelle qu'une fois qu'on a mis l'accord sous sa forme la plus simple, sous forme d'empilement de tierces, Si c'est la note fondamentale qui est à la basse, c'est l'état fondamental. Si c'était la deuxième note de l'accord qui se retrouvait à la basse, ce serait le premier renversement. Si c'est la troisième note de l'accord qui est à la basse, c'est le deuxième renversement. Et si c'est la quatrième note de l'accord qui se retrouvait à la basse, ce serait le troisième renversement. Il s'agit donc là du premier renversement. Il s'agit du premier renversement d'un accord de septième. Ce n'est pas une septième de dominante, ce n'est pas une septième sur le cinquième degré. Donc, ça se chiffre 6, 5. Nous l'avons vu tout à l'heure. État fondamental 7, premier renversement 6, 5. Ici 4, 3 et 2. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Donc là, c'est 6, 5. Alors, pardon, non. Ici au tableau, ce n'est pas 6, 5. Ici au tableau, c'est 7. C'est dans ma partition que la note fondamentale n'est pas à la basse, que c'est bien la deuxième note de l'accord, donc premier renversement, qui est à la basse. Et donc, effectivement, sur la partition, c'est bien un 6-5 du deuxième degré. Le deuxième accord, je lis les notes, je vérifie la clé avant de lire les notes, je vérifie les clés. Ah, attention, dans la portée du haut, j'observe cette fois que c'est une clé de Fa. Si je ne vérifie pas les clés, si je ne fais pas la checklist que je vous ai indiquée tout à l'heure, je vais me tromper dans la lecture de notes, je vais me tromper dans l'analyse de la partition, c'est sûr. J'ai vérifié les clés, je lis les notes. Ré, Ré, La, Ré, Fa. Alors on va simplifier, il y a Ré, il y a La, il y a Fa. Je remets ces notes dans l'ordre. Ça fait Ré, Fa, La. Alors bien entendu, il y a les 4 bémols à la clé. Nous sommes en Fa mineur. Maintenant que j'ai remis l'accord sous cette forme d'empilement de tierces, la forme la plus simple, je sais quelle est la note fondamentale. Dans ce cas-là, c'est celle qui est à la basse. C'est Ré. Ré, c'est quoi par rapport à Fa? Fa, Mi, Ré. C'est plus court en descendant qu'en montant. Ça fait 1, 7, 6. C'est un sixième degré. Je commence par écrire le degré en chiffres romains. Maintenant, je reviens sur ma partition. Quelle est
la note qui est à la basse? Eh bien, justement, c'est Ré, donc c'est l'état fondamental, et donc, ça se chiffre 5. C'est l'état fondamental d'un accord de 3 notes différentes. Ce n'est pas un accord de septième, il n'y a pas 4 notes différentes, donc ce n'est pas 7, ça se chiffre 5. C'est un accord de 3 sons. Est-ce que c'est un accord parfait ou est-ce que c'est un accord de triton, c'est-à-dire de quinte diminuée? Comment reconnaît-on un accord parfait? Pour savoir si un accord est parfait ou augmenté ou diminué, il faut observer sa quinte. On commence par regarder la quinte de l'accord. Ré, La. Ce n'est pas Si, Fa. Ce n'est pas l'exception, c'est Ré, La. Cela signifie que si les deux notes ont la même altération, la quinte est juste. Et lorsque la quinte est juste, c'est un accord parfait. Ré bémol, La bémol. Les deux notes ont la même altération, donc c'est une quinte juste. Donc, c'est un accord parfait. Lorsque l'accord est parfait, on peut passer à l'étape suivante et se demander si cet accord parfait est majeur ou mineur. Et pour cela, nous allons regarder la tierce de l'accord. Il n'y a pas de tierce, il n'y en a qu'une. Quand on dit la tierce de l'accord, c'est comme dans les chiffrages justement des accords, on ne considère que les intervalles par rapport à la basse. Donc, vous avez la quinte de l'accord, c'est la quinte à partir du son le plus grave, et la tierce de l'accord, c'est la tierce à partir du son le plus grave, donc on ne considère que la tierce basse, d'accord? Ré bémol, Fa. Alors, Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, un demi-ton, donc de Ré à Fa, ça fait 1,5 ton, un ton et demi. Le Ré, il est ici, je lui mets un bémol, je fais le geste avec ma main, je baisse la main. J'observe que c'est plus grand. C'est pas parce que ça descend que c'est plus petit. J'observe l'écart, c'est plus grand. On était à 1 ton et demi, c'est plus grand, ça fait donc 2 tons. Le nom de l'intervalle, c'est tierce. La composition, c'est 2 tons. Et la qualification d'une tierce composée de 2 tons, c'est une tierce majeure. C'est donc un accord parfait majeur. Et donc, je n'ai pas à barrer le 5. Le troisième accord. Je fais ma checklist, je vérifie les clés avant de lire les notes. Je vois qu'il y a une altération accidentelle dans cet accord. Mais cette altération accidentelle, on l'a vu tout à l'heure, nous sommes en Fa mineur, c'est un Mi bécard. Cette altération accidentelle, en réalité, n'a rien d'accidentel. C'est une note tout à fait normale, c'est le 7e degré tout à fait normal dans le mode mineur. Donc à la limite, je n'ai pas à en tenir compte dans le chiffrage. Je ne vais pas être obligé d'indiquer qu'il y a quelque chose d'extraordinaire et de particulier dans le chiffrage. D'accord? Je fais ma lecture contrapuntique de bas en haut. Do, Sol, Si bémol, Mi bécard. On remet toutes ces notes dans l'ordre. Ça va faire Do, Mi bécard qui est le 7e degré tout à fait normal en Fa mineur, Sol, Si bémol. Donc, on a un accord de septième. Septième de quel degré? Eh bien, je vais regarder la note fondamentale qui, dans ce cas-là, lorsque l'accord est remis sous sa forme la plus simple, est à la basse. Quelle est la note qui est à la basse maintenant dans ma partition? Eh bien, ça tombe bien, c'est justement le Do. Donc, c'est un état fondamental d'un accord de septième. De quel degré? Do. Quel est le degré de Do en Fa? C'est le 5e degré, c'est donc une septième de dominante. Je commence par écrire le degré en chiffres romains. Quel est le chiffrage de l'accord de septième de dominante à l'état fondamental? 7, plus, je ne mets pas la barre au 7, ce n'est pas une septième diminuée. Do, Do, c'est l'octave. Je descends d'un demi-ton, Do, Si bécard. Ça, ce serait une septième majeure, c'est la septième qui est la plus proche de l'octave. Et comme c'est Do, Si bémol, on descend encore d'un demi-ton, donc là on est un ton en dessous de l'octave. C'est une petite septième, c'est une septième mineure, mais pas encore diminuée. La septième diminuée, il faudrait que ce soit encore plus petit, et pour cela, il faudrait que je relève par exemple le Do, Do dièse, Si bémol, ce serait une septième diminuée. Quatrième accord, je vérifie les clés. Est-ce que c'est bien une clé de Fa en bas? Oui, ça a changé plusieurs fois là dans cette portée, mais c'est bien une clé de Fa en bas. C'est passé à la clé de Sol, c'est revenu à la clé de Fa. Est-ce que c'est bien une clé de Sol en haut? Oui, je fais ma lecture contrapuntique. Ré bécard.
Fa, La bémol, Si bémol, Ré bécard, La bémol, Si bémol, Ré bécard, Fa. Alors là, il y a beaucoup de notes, donc on va simplifier. Qu'est-ce qu'il y a comme notes? Il y a du Ré, du Fa, du La, du Si. Ré bécard, Fa, La bémol, Si bémol. Remettons ces notes dans l'ordre. Ça fait Si bémol, Ré bécard, Fa, La bémol. La note fondamentale de cet accord, c'est donc Si bémol. Nous sommes à cet endroit de l'œuvre dans la tonalité de La bémol. Donc, Si bémol par rapport à La bémol, c'est un deuxième degré. Parce qu'on a changé de tonalité. On a vu tout à l'heure, à cet endroit de l'œuvre, nous sommes entrés dans la tonalité relative, c'est-à-dire La bémol majeur. Nous ne sommes plus en Fa, nous sommes en La bémol. Donc, Si bémol, ce n'est pas le quatrième degré, c'est le deuxième degré. Quelle est la note que nous avons à la basse dans la partition? Ce n'est pas Si bémol, c'est Ré. Il s'agit donc d'un premier renversement d'un accord de septième sur le deuxième degré. Ça va donc être 6, 5. Mais attention, j'observe bien cette quinte. Ré, La bémol. Ré, La bémol. Les deux notes ne sont pas altérées de la même manière. Ré, La, ce serait une quinte juste. Ré, La bémol, c'est donc un triton quinte diminuée. Je vais donc barrer le 5. Alors là, on a effectivement un cas un petit peu particulier. Maintenant que je vois ça, je me rends compte que 6, 5 barré, c'est le chiffrage, en fait, d'une septième de dominante, d'une septième sur le cinquième degré. Donc, là, je me dis, il y a peut-être une erreur d'analyse. Ce n'est peut-être pas un deuxième degré, c'est peut-être un cinquième degré. Mais là, effectivement, il y avait un petit piège à cet endroit-là. Je l'avoue, l'analyse est un petit peu plus compliquée. En réalité, c'est bien un deuxième degré, mais qui a un petit peu un rôle de cinquième degré. Alors, pourquoi? Il se trouve que le deuxième degré, il est une quinte au-dessus du cinquième. Comptons les degrés. 5, 6, 7, 1, 2. Il y a une main. Donc, une quinte de 5 à 2. Le 2, c'est le cinquième du cinquième. Et on le dit comme ça. On dit 5, 2, 5. Cinquième degré du cinquième degré. Le but, en fait, pourquoi cet accord du deuxième degré, on lui a mis un triton, en fait, c'est pour qu'il joue justement un peu le rôle du cinquième degré du verbe, cinquième degré de la dominante. Et le but, c'est donc d'approcher, de se rapprocher, donc d'approcher et de mettre en valeur l'accord du cinquième degré. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus complexe. Si vous me mettiez cinquième degré, j'étais d'accord, puisque c'est le 5 du 5. Le meilleur chiffrage, c'est effectivement 5, 2, 5. D'accord? Mais si vous me mettez accord du deuxième degré, ça marche, j'accepte aussi. Voilà, alors attention, je me suis encore trompé dans la présentation, je suis peut-être un petit peu fatigué dans cette période-là. Pardonnez-moi, attention, je n'ai pas mis le chiffrage au bon endroit. Hein. C'est bien 2, ok, mais le 6-5 barré, il est ici. D'accord? Sur votre partition, c'est ça que vous avez. Sur votre partition, c'est ça que vous avez. C'est pas ça. Ça, c'est pour travailler. Ça, c'était pour trouver la note fondamentale. Sur votre partition, vous avez ça. Donc, ici, ce serait plutôt 7 ou même 7+, si on considère que c'est un 5 de 5. Sur votre partition, ici, c'est bien 6, 5 barré du deuxième ou 5 de 5. Et le dernier accord que vous deviez analyser, qui est sur la 3e page, il est noté A5. Je vérifie les clés. Bien. Je fais ma lecture contrapuntique. Do, Fa, La, Do, Fa, La, Do. Alors, on va simplifier. Do, Fa, La. Alors, ici, sur la 3e page, nous sommes revenus en Fa mineur. Hein. D'ailleurs, j'observe pas mal de mi bécard, le retour des mi bécard dans les environs de cet accord. Hein. Nous sommes donc en Fa mineur et nous avons Do, Fa, La. Alors si je remets ces trois notes dans l'ordre,
Ça fait donc Fa, La, Do. Fa est la note fondamentale, c'est donc un accord du premier degré. Et quelle est la note qui se retrouve à la basse dans ma partition? Donc maintenant, je reviens dans la partition pour observer la note à la basse, c'est Do. Donc, état fondamental, premier renversement, deuxième renversement. C'est la troisième note de l'accord qui se retrouve en bas, c'est donc le deuxième renversement d'un accord de 3 sons. C'est donc 6-4. Est-ce que c'est un accord parfait? Je regarde la quinte, Fa, Do. Aucune des deux n'a une altération, donc les deux sont altérés de la même manière, c'est-à-dire pas d'altération pour l'une comme pour l'autre. C'est donc bien une quinte juste. On n'a pas affaire à l'exception Si-Fa. Hein. C'est Fa-Do, c'est pas Si-Fa. C'est donc bien une quinte juste. C'est donc bien un accord parfait. Je regarde maintenant la tierce. Fa, La bémol. Alors Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. Donc Fa, La, deux tons. La, bémol, c'est plus petit. Donc un ton et demi. C'est une tierce mineure. C'est donc un accord parfait mineur. Nous allons maintenant faire l'exercice sur le nom, la composition et la qualification des intervalles surlignés dans la partition. Alors là, j'ai vu beaucoup d'erreurs, d'inattention, comme je peux en faire pas mal d'ailleurs moi-même en ce moment, donc je compatis, mais enfin, vraiment, il y en a beaucoup, et vraiment des erreurs que l'on peut quand même éviter si on fait un petit peu sa checklist, hein, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin, hein, qu'est-ce que j'ai besoin de regarder dans la partition avant de répondre à la question. Alors pour ce genre de questions, donner le nom, la composition et la qualification des intervalles surlignés, eh bien la checklist est toujours la même. Qu'est-ce que j'ai besoin de regarder? D'abord la clé, je vérifie la clé pour être sûr de ne pas me tromper dans la lecture de notes. Ensuite, je vérifie bien les notes, je lis bien les notes. J'ai besoin de regarder les altérations accidentelles en me souvenant bien des règles d'utilisation des altérations accidentelles, c'est-à-dire qu'une altération accidentelle n'est valable que dans la même mesure, pas avant qu'elle soit écrite, bien sûr, après qu'elle soit écrite, mais dans la même mesure, et uniquement à l'unisson. Une altération accidentelle, je le rappelle, n'est pas valable ni une octave au-dessus, ni une octave en dessous, d'accord? Et je vérifie bien sûr aussi les altérations à la clé. Sinon, je vais croire qu'il n'y a pas d'altération alors que la note que je regarde, elle est altérée parce que l'altération est à la clé. Okay? Donc, on vérifie la clé, on lit bien les notes, on vérifie les altérations accidentelles et on vérifie les altérations à la clé. Alors, premier intervalle. Je vérifie les clés. On a affaire à quelle clé? Là, on a affaire à la clé de sol, deuxième ligne. Et oui, ça pourrait être une clé de sol première ligne. Hein. Il n'y a pas que le dessin de la clé à vérifier. Hein. Il y a aussi quelle ligne traverse le milieu de la clé. Quelle ligne nous montre la clé. Là, c'est une clé de sol deuxième ligne. Nous avons Mi bécard et Do. Do quoi? Do dièse? Do bémol? Non, juste Do. Attention, si vous ne regardez que l'intervalle qui est surligné, vous ne voyez pas le bécard. Parce que le bécard, il était avant. Alors là, c'est quand même facile, hein, mais moi, j'ai surligné ça, et là, vous ne voyez pas le bécard. Donc si vous ne regardez vraiment, si vous zoomez là-dessus et que vous ne regardez pas ce qu'il y a aux alentours, vous allez vous tromper. Et vous êtes nombreux à vous être trompés. Alors que le bécard, il était quand même pas loin dans la partition. Hein. En plus, sur exactement les mêmes notes. Hein. On répète la même chose. Bon. Donc, Mi bécard, Do. Alors, quel est le nom de l'intervalle? Déjà, c'est un intervalle pair, puisqu'il y a la ligne et l'interligne. Il y a les deux positions de la portée, donc c'est forcément un intervalle pair. C'est un intervalle pair qui fait plus de la moitié de la portée. On sait que la moitié de la portée, c'est une quinte, donc en principe, on doit voir tout de suite que c'est une sixte. Si on n'en est pas sûr, on peut toujours compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est donc une sixte. Ça, c'est le nom de l'intervalle. Il y a deux méthodes pour trouver la composition et la qualification. Première méthode, peut-être un petit peu compliquée lorsqu'il s'agit d'un intervalle comme la sixte ou la septième, mais que l'on peut appliquer dès le premier cycle.
Mi, Fa, un demi-ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Donc là, déjà, j'ai 3 tons plus un demi-ton. Et Si, Do, un demi-ton. Donc en tout, ça fait, je rajoute un demi-ton, ça fait 4 tons. Voilà, ça fait 3 tons et 2 demi-tons, mais vous pouvez me dire 4 tons. D'accord? C'est égal à 4 tons. Égal 4 tons. Ça, c'est la composition ça, de l'intervalle. Nom, composition. Et maintenant, la qualification. Alors, on sait qu'une quinte juste, alors pourquoi je vous parle de la quinte juste alors qu'il s'agit d'une sixte? Parce que on va trouver si cette sixte est plutôt petite ou plutôt grande par rapport à la quinte, en fait. L'intervalle le plus proche, c'est la quinte. C'est comme tout à l'heure. La septième, on la trouve par rapport à l'octave. Et bien là, on peut trouver la sixte par rapport à la quinte. On sait qu'une quinte juste, c'est 3 tons plus un demi-ton. Donc là, on a à peine un demi-ton de plus que la quinte juste. Donc, c'est la plus petite des sixtes. D'accord? Et donc, cette sixte est une sixte mineure. Alors, je pense qu'il y en a qui se sont fait avoir peut-être par deux choses. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu que c'est le bécard, que c'est mi bécard. Et peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, justement, et qui se sont dit, tiens, mais puisque c'est plus haut, c'est majeur. Et vous êtes nombreux à confondre monter et plus grand. C'est pas parce que ça monte que c'est plus grand. Si c'est la note du haut qui monte, ça va être plus grand. Mais si c'est la note du bas qui monte, ça va être plus petit. D'accord? Il ne faut pas confondre monter avec agrandir et il ne faut pas confondre descendre avec rétrécir. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire le geste avec la main et observer si ça a rétréci ou si ça s'est agrandi. L'autre méthode, c'est d'utiliser le renversement des intervalles, c'est-à-dire le renversement des notes de l'intervalle. Là, vous avez mi bécard en bas, do en haut. Eh bien, vous pouvez inverser do et mi bécard. Alors là, vous allez avoir une tierce, d'accord? Ça va être beaucoup plus petit et ça va être beaucoup plus simple. Vous allez calculer de do à mi, tout de suite, en fin de deuxième cycle, vous savez que ça fait 2 tons, tout de suite, vous savez que c'est une tierce majeure. Et je vous ai appris que lorsqu'on renverse un intervalle, on renverse aussi sa qualification, d'accord? Donc, si la tierce est majeure, dans l'autre sens, la sixte va être mineure. D'accord? Ça peut être un raccourci assez utile. Et une sixte mineure, alors comment trouver sa composition? Eh bien, c'est la sixte qui est la plus proche de la quinte juste. Elle est à peine un demi-ton au-dessus de la quinte juste. On sait que la quinte juste, c'est 3 tons et un demi-ton, donc on rajoute un demi-ton, ça va faire 4 tons. Deuxième intervalle, ça se situe dans la portée du bas. Ça ne veut pas dire que c'est une clé de Fa. Je vérifie. Est-ce que c'est bien une clé de Fa? Parce que je vois une clé de Sol là, au début de la portée, mais ça repasse ensuite en clé de Fa. Donc, c'est bien une clé de Fa. C'est une clé de Fa. Soyons un peu plus précis. Clé de Fa, quatrième ligne. Nous avons, je dis quoi? Ré et Mi. Mi bécard. Il y a une altération accidentelle. Et là, il y a sans doute un certain nombre d'entre vous qui avaient oublié de faire votre checklist jusqu'au bout, c'est-à-dire de vérifier les altérations à la clé. Parce que figurez-vous que le Ré, à la clé, il est bémol. Et oui, c'est Ré bémol, il est à la clé. Si, Mi, La, Ré bémol. Alors évidemment, sur votre partition, le Ré, il n'est pas écrit ici, il est écrit ici. Donc vous ne faites pas le rapport. Mais il faut toujours vérifier les altérations à la clé, même si on est à l'autre bout de la portée. Ré bémol, mi bécard. Et alors là, la plupart d'entre vous, vous m'avez dit que c'est une seconde. Et là, je trouve ça absolument spectaculaire. Franchement, est-ce que ça a une tête de seconde, ça? Est-ce que vous trouvez que ça a l'air conjoint, ça, dans la partition? Franchement. Alors, pourquoi vous m'avez dit que c'est une seconde? Parce que vous n'ouvrez pas les yeux. En fait, vous ne regardez pas la partition. Vous lisez les notes. Ré, mi, eh bien, ré, mi, c'est une seconde. Hein. Ré, mi. Ces deux notes à côté, c'est une seconde. Oui, mais ça peut aussi être une septième, en fait, ré, mi. D'accord? Donc, c'est pas juste je dis ré, mi, c'est conjoint, c'est une seconde. C'est j'ouvre les yeux. Hein, je regarde sur le terrain, je regarde la partition. D'accord?
Et donc, ce n'est pas du tout une seconde. Contrairement à ce que beaucoup m'ont répondu sur la feuille, c'est une septième. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur les septièmes? On va partir de l'octave. Mi bécard, c'est une octave. On descend d'un demi-ton. Mi bécard, ré dièse. Ça, c'est une septième majeure, parce que c'est la septième la plus grande, la plus proche de l'octave, septième majeure. Mi bécard, ré bécard maintenant. On s'éloigne de l'octave maintenant, on est un ton en dessous de l'octave. Donc, la septième est plus petite, c'est une septième mineure. Et ici, nous avons mi bécard, ré bémol. C'est encore plus petit, donc c'était une septième diminuée. Ça, c'est la qualification. Pour trouver la composition, maintenant, là aussi, il y a deux méthodes. Soit vous faites tout le parcours de là à là, vous risquez de vous tromper. Soit c'est pareil, vous partez de l'octave. Hein? La septième, elle est plus proche de l'octave que de l'unisson, quand même. Hein? Alors, une octave juste. Une octave juste, on sait que ça mesure 6 tons. Bon. Donc, la septième majeure, on a un demi-ton de moins. Donc, 5,5 tons. La septième mineure, elle est encore plus petite. 5 tons. Et là, c'est une septième diminuée. On enlève encore un demi-ton, ça fera donc 4,5 tons. Nom, composition, qualification. Le troisième intervalle, je vérifie la clé. J'ai bien une clé de sol deuxième ligne en haut et je n'ai pas à m'occuper de la portée du bas. L'intervalle entouré, il n'est que dans la portée du haut. Donc clé de sol deuxième ligne. Nous avons des altérations à la clé, au cas où ça pourrait être utile pour cet exercice, n'est-ce pas? Et nous avons des barres de mesure, voilà, et voilà ce que je vous ai entouré. Alors, on lit les notes. La, si. Si bécard, je dois vérifier les altérations accidentelles. Et là, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas remarqué que le la, il était bémol. Vous n'avez pas vérifié les altérations qui sont à la clé, savoir si elles s'appliquent ou pas aux notes qui sont entourées. Donc, c'est si bécard, la bémol. Donc là, je le remets, mais je n'ai pas besoin de le remettre, c'est à vous de vérifier, il est à la clé. D'accord? Donc là, quel est l'intervalle? On le voit, on regarde la partition, on ne fait pas juste la, si bémol. Non, on regarde sur la partition, ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'une seconde. Le nom de l'intervalle, seconde. La composition de l'intervalle. J'utilise mes mains pour représenter les notes sans altération. La, si. Je me souviens de la loi des notes. La loi des notes dit que c'est un ton de la à si. Mais le la, il est bémol. Je fais le geste avec ma main. Je baisse le la. Ça fait quoi? Est-ce que c'est plus petit parce que je baisse? Non. Je vois que c'est plus grand. D'accord? Donc, ça va faire un ton et demi. Composition 1,5 ton. Et comment est qualifiée une seconde qui mesure 1,5 ton? C'est un peu trop grand pour une seconde. Un ton et demi, c'est donc une seconde augmentée. Quatrième intervalle, je vérifie la clé. C'est toujours une clé de sol, deuxième ligne. Nous avons toujours les mêmes altérations à la clé. Je lis les notes. Fa, fa quoi? Fa dièse, fa bémol, fa, fa. Il faut vérifier tout le temps. Et ré. Je vois rien là sur le ré. Donc c'est quoi? C'est ré dièse, c'est ré bémol. C'est pas ré dièse, mais c'est pas ré non plus. Pourquoi? Parce que je vais vérifier ce qu'il y a à la clé, et à la clé, il y a un ré bémol. C'est donc fa, ré bémol. Là aussi, il y en a plein qui ne l'ont pas vu. Hein? Voilà, je le mets entre parenthèses parce que je n'ai pas à le mettre. Il est à la clé, c'est à vous de le vérifier. Donc, quel est le nom de cet intervalle? C'est une tierce. Quelle est la composition? J'utilise mes mains pour représenter les notes sans altération. Ré, mi, un ton. Mi, fa, un demi-ton. Je fais le calcul, un ton plus un demi-ton. Donc de ré à fa, ça fait un ton et demi. Et ça, c'est une tierce mineure. Mais le ré est bémol. Je fais le geste avec ma main. Je baisse le ré. J'observe que c'est plus grand. Nous étions à un ton et demi. On a agrandi d'un demi-ton, ça fait donc 2 tons. Et une tierce qui mesure 2 tons est une tierce qualifiée de majeure.
le dernier intervalle. Je vérifie la clé, c'est toujours une clé de sol, deuxième ligne, il y a toujours les mêmes altérations à la clé. Je lis mes notes, Fa, Si. Ah, Fa, Si, ça me dit quelque chose ça. Fa, Si, Si, Fa, c'est l'exception, vous savez, pour les quintes. Et pour le renversement de la quinte aussi, c'est-à-dire pour la quarte. Je me souviens que la quinte de Si à Fa ou la quarte de Fa à Si est un triton lorsque les deux notes sont altérées de la même manière. C'est l'exception. D'habitude, lorsque les deux notes sont altérées de la même manière, c'est une quinte juste ou une quarte juste. Là, c'est l'exception. Fa, Si, lorsque les deux notes sont altérées de la même manière, c'est un triton. Mais les deux notes ne sont pas altérées de la même manière. Parce que si on regarde bien la partition et qu'on regarde bien les altérations qu'on a à la clé, le Si, il est bémol. Donc, de Fa à Si, ça mesure 3 tons. Que ce soit une quinte ou une quarte, c'est pareil. Puisque Fa, Si, soit c'est une quinte diminuée, soit c'est une quarte augmentée. Et dans les deux cas, en fait, ça mesure 3 tons. Une quinte diminuée est égale à une quarte augmentée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on renverse un intervalle, on renverse sa qualification. Donc une quinte diminuée, on la renverse, ça fait une quarte. Et on renverse la qualification, ça fait bien une quarte augmentée. C'est égal. Dans les deux cas, ça fait 3 tons. Donc Fa, Si, 3 tons. Si bémol, je fais le geste avec ma main. Et j'observe que c'est plus petit. Donc ça fait 2 tons plus un demi-ton. 2 tons plus un demi-ton. De Fa à Si en montant, Fa, Sol, La, Si, ça fait une quarte. Si la quarte faisait 3 tons, ce serait une quarte augmentée. Du coup, maintenant, comme c'est plus petit, c'est une quarte juste. Je vous rappelle ce que vous devez connaître par cœur. Le triton, il se situe entre la quarte juste et la quinte juste. Cela signifie que une quarte qui mesure 3 tons est une quarte augmentée, une quinte qui mesure 3 tons est une quinte diminuée. Donc le triton est soit une quarte trop grande, soit une quinte trop petite. Et cela signifie que la quarte juste, elle fait un demi-ton de moins que le triton, et que la quinte juste, elle fait un demi-ton de plus que le triton. Alors, nous allons maintenant faire un petit peu de botanique, puisque nous allons analyser les fleurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fleur ? Une fleur, ce sont les notes que l'on ajoute lorsque l'on fait ce que l'on appelle savamment du contrepoint fleuri. Qu'est-ce que c'est qu'un point ? Eh bien, un point, c'est un signe précis que l'on place dans la portée et qui va nous permettre de savoir si on va monter, descendre, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Voilà, donc le point, il peut être rond, il peut être losange, parfois c'est une croix, bon, etc. C'est en tout cas un signe précis que l'on place dans la portée et qui va nous indiquer la trajectoire de la musique dans l'espace musical. Je le rappelle, c'est la première leçon de première année de premier cycle. Lorsque l'on place deux points à la verticale l'un de l'autre, vous le savez, ça représente deux sons joués en même temps. On appelle ça du contrepoint. On a un point contre un point, en même temps qu'un point. Ça s'appelle du contrepoint. Je vous rappelle que vous avez le contrepoint simple. Le contrepoint simple, c'est quand vous avez un seul point contre un point. Un seul point contre un point. Le contrepoint fleuri, c'est lorsque vous allez avoir plusieurs points, donc plusieurs sons, dans le temps d'un seul. Donc, nous avons plusieurs voix, plusieurs instruments qui jouent en même temps et ils n'ont donc pas le même rythme. Donc, le contrepoint fleuri, c'est lorsque l'on est en polyrythmie. Eh bien, ce son que l'on a rajouté ici pour avoir un deuxième point dans le temps de ce point, ce son est donc une fleur puisque l'on a fleuri le contrepoint. C'est donc tout à fait logique d'appeler ça une fleur. Lorsque l'on fonctionne dans une musique avec des accords, on a l'habitude d'appeler cette fleur une note étrangère. Alors, étrangère à quoi ? Pas étrangère à la musique, hein, elle fait partie de la musique. Une note étrangère à l'accord parce qu'on considère qu'elle ne fait pas partie de l'accord. Elle peut être dans le même temps que l'accord, mais on considère qu'elle ne fait pas partie de l'accord. Voilà ce qu'est une fleur ou une note étrangère. Il y a plusieurs types de fleurs. Il y a donc la fleur de passage. La fleur de passage qui fait donc le passage, qui fait le pont d'un son conjoint à un autre son qui lui est conjoint. Donc c'est conjoint des deux côtés.
et le son est différent avant et après. Sinon, c'est une broderie. Si on revient sur le même son, si c'est conjoint et qu'on revient sur le même son, et que ce son ne fait pas partie de l'accord, alors ça s'appelle une broderie. Voilà les deux types de fleurs que l'on va rencontrer le plus couramment. La fleur de passage et la broderie. Vous avez ensuite le retard. Alors, le retard, c'est plus compliqué à illustrer. Voici deux accords. Fa, La, Do, l'accord de Fa, et Mi, Sol, Do, ce n'est pas l'accord de Mi, je remets les notes dans l'ordre, Do, Mi, Sol, c'est l'accord de Do. Eh bien, je vais mettre en retard le Mi. Le Mi va arriver un petit peu plus tard. Pourquoi il va arriver un petit peu plus tard? Parce que la note précédente va se prolonger et va donc retarder l'arrivée du Mi qui fait partie de cet accord. Ici, le Fa est étranger à l'accord Do, Mi, Sol. Le Fa ne fait pas partie de l'accord Do, Mi, Sol. Et il va retarder le Mi qui, lui, aurait dû être ici et fait partie de l'accord Do, Mi, Sol. Alors, ça, c'est un retard. À quoi est-ce qu'on reconnaît un retard? Il n'y a pas forcément une liaison, hein, ce n'est pas obligatoire la liaison, mais en tout cas, on reconnaît parce qu'il y a un unisson. On arrive sur le son qui ne fait pas partie de l'accord par un unisson. Et ensuite, on est conjoint en descendant. La plupart du temps, le retard se fait conjoint en descendant. Le seul cas où un retard peut effectivement aller en montant, conjoint en montant, c'est si c'est le retard du premier degré, parce qu'on prolonge la sensible. Et vous savez que la sensible est irrésistiblement attirée par le premier degré, donc elle ne peut pas descendre. D'accord? Mais mis à part si le retard est une sensible qui va donc retarder le premier degré, le retard descend conjointement. Alors attention, on confond souvent le retard et la note retardée. Le retard, ce n'est pas la note qui est en retard. C'est curieux, mais c'est comme ça. Le retard, c'est la note qui retarde. Donc, c'est bien la fleur, c'est bien la note étrangère. D'accord? Le retard retarde la note retardée. La note retardée est retardée par le retard. Voilà, c'est du français, bon. D'accord? Mais on confond souvent les deux. Donc attention, le retard, c'est bien la fleur, c'est bien la note étrangère à l'accord, et c'est bien celui qui retarde, hein, c'est bien le degré qui retarde celui qui aurait dû arriver en même temps que les autres notes de l'accord. Et vous avez l'appoggiature. Voici deux accords, Mi, Sol, Do, l'accord de Do, Fa, La, Ré, donc Ré, Fa, La, l'accord de Ré. Eh bien, je vais m'appuyer sur le Ré, donc par au-dessus, on ne s'appuie pas en dessous, on s'appuie au-dessus. Je rappelle qu'un retard, mis à part l'exception de la sensible, ça descend. Et donc, je vais m'appuyer sur le Ré par le Mi. Alors, ça ressemble à un retard, hein, l'appoggiature. La différence, c'est qu'on n'a pas la même note à l'unisson. On l'a ailleurs, éventuellement, mais on n'a pas la même note à l'unisson avant. Donc, on a un caractère encore plus appuyé parce qu'on n'entend pas le même son qui était déjà là avant au même endroit. D'accord? Le retard, il a un caractère d'appoggiature aussi un petit peu. Il a un caractère appuyé, mais bon, l'appoggiature encore plus. D'accord? Je reviens sur la note de passage. Il y a des cas particuliers donc pour la fleur de passage. Nous avons ici une fleur de passage qui n'est pas appuyée. Elle glisse entre deux appuis. On a un appui ici, un autre appui ici. Attention, je considère que la ronde dure un temps. Donc, on a une pulsation ici, une pulsation ici. Et cette fleur de passage n'est donc pas appuyée. Il existe aussi la fleur de passage appuyée. Donc, il y a un caractère d'appoggiature. Vous voyez, c'est un petit peu à mi-chemin entre la fleur de passage et l'appoggiature. Eh bien, dans ce cas, la fleur de passage arriverait sur l'appui suivant et s'appuierait sur le son qu'on avait prévu, qui était censé être en même temps que celui-ci. Voilà, là c'est fleur de passage appuyée. Et puis, vous avez un autre cas particulier de fleur de passage, c'est la fleur de passage chromatique. Donc là, au lieu de passer à l'intérieur d'une tierce, au lieu de remplir une tierce, ça va remplir une seconde, mais une seconde majeure, évidemment. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un ton entre ces deux sons pour qu'on puisse le découper en deux demi-tons. S'il n'y a qu'un demi-ton, ben on pourrait faire deux quarts de ton, mais ça va être quand même beaucoup plus compliqué.
et beaucoup moins classique en tout cas. D'accord? Donc, voilà la fleur de passage chromatique. Je rappelle que le chromatisme, c'est lorsque on enchaîne au moins 2 demi-tons à la suite. On a ici un demi-ton que l'on appelle un demi-ton chromatique parce qu'il se fait avec la même note. On a ensuite un demi-ton que l'on appelle un demi-ton diatonique parce que diatonique dit comme différent, les notes sont différentes. Donc ici, demi-ton chromatique, ce sont les mêmes notes. Ici, demi-ton diatonique, diatonique comme différent. Et l'enchaînement de ces 2 demi-tons, puisque l'on a 2 demi-tons à la suite, ça s'appelle du chromatisme. Et donc, nous avons une fleur de passage chromatique. Alors, vous auriez encore 2 types de fleurs de passage, mais je ne vais pas les détailler parce qu'elles sont quand même beaucoup plus rares. Vous auriez l'approche aussi et vous auriez l'anticipation. Bon, c'est beaucoup plus rare. On verra peut-être ces cas particuliers plus tard. Observons maintenant la partition. La première fleur que j'ai entourée. Alors là, on n'a pas tellement besoin, à la limite de regarder les clés ou de lire très en détail, surtout dans ce cas-là. On n'a pas tellement besoin des altérations non plus, hein. En réalité, moi, j'ai entouré ça. On a besoin de regarder peut-être un peu les rythmes pour savoir si c'est appuyé ou pas. Effectivement, si on regarde les rythmes, dans la partition, on va se rendre compte que c'est ça et ça qui est appuyé. Donc, on voit tout de suite que ce que j'ai entouré, ce sont des fleurs de passage. Ce point, quelle que soit la note, il passe entre ça et ça. C'est conjoint avant, c'est conjoint après. Celui-ci, pareil. Donc là, c'est une fleur de passage. La fleur suivante. Ici, on a une barre de mesure. Et ensuite, ici, on a la même chose, un début de mesure. Et ça descend conjointement. Et j'avais entouré ceci. Alors, il y a un unisson avant, ça descend conjointement après. Donc là, on reconnaît immédiatement le retard. Alors, ceux qui ont répondu appoggiature, c'est vrai que le retard a un caractère appuyé. Donc, à la limite, je tolère appoggiature, mais très exactement, si on a les mêmes sons avant, c'est plutôt un retard. Et la dernière fleur qu'il fallait identifier, alors là, c'est très simple. Il y en a qui se sont trompés, je ne sais pas comment, peut-être il faut revoir cette leçon, donc ça tombe bien qu'on la refasse. Voilà, j'avais entouré ce son, donc là, il n'y a même pas besoin, à la limite, du contexte, sachant qu'on sait que c'est une fleur, puisque je demande d'analyser la fleur, donc on sait déjà qu'elle ne fait pas partie de l'accord, on sait que c'est une fleur. Et qu'est-ce que c'est comme fleur? Eh bien, on le voit tout de suite, c'est conjoint avant et après, on revient sur le même son, donc c'est une broderie. Ensuite, je demandais à quelle époque de l'histoire de la musique situez-vous cette œuvre? Alors, nous avons parlé de tritons, nous avons parlé de sensibles attirés par un premier degré. Donc, déjà, nous savons que c'est de la musique tonale. Ça va donc se situer entre 1600 et 1900, à moins qu'il s'agisse de musique actuelle. La musique actuelle est également tonale, mais bon, vous avez quand même un autre indice, c'est presque donné, la réponse est presque donnée puisque vous avez le nom du compositeur, Joseph Haydn, vous avez même ses dates, 1732 à 1809, donc là il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à analyser, il y a juste à connaître sa leçon. Joseph Haydn est un compositeur classique. Ensuite, écrivez dans la portée ci-dessous la gamme mineure mélodique ascendante, puis la gamme mineure mélodique descendante, ce mot a-t-il un sens en français? Je m'interroge. Mélodique descendante de la tonalité principale. Alors, la tonalité principale de cette œuvre, c'était Fa mineur. Je vais donc commencer par respecter la consigne et écrire la gamme mineure mélodique ascendante. Donc, ça commence par Fa et on monte. Alors, monter, ça veut dire aller du bas vers le haut. Alors, vous vous demandez pourquoi je vous dis ça. Parce que là, comme ça, vous vous dites, mais il nous prend pour un idiot, quoi. Je veux dire, c'est évident, quoi. Hein? Bon, attendez. Si je le dis, c'est qu'il y a une raison. Bien. Donc, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Alors, il s'agit de la gamme mineure. La gamme mineure,
Il faut une sensible, qui, je le rappelle, n'est pas à la clé. Il faut le préciser en altération accidentelle. Le septième degré doit être un demi-ton en dessous du premier, donc mi bécard, fa. Et je demandais d'écrire la gamme mineure mélodique ascendante. De ré bémol à mi bécard, c'est une seconde augmentée. Il y a un ton et demi. Ça, c'est trop grand pour une seconde. Si c'est pour être mélodique, si c'est pour aller de l'un vers l'autre, eh bien, ce ne sera pas très mélodique parce qu'il y a vraiment un grand écart. C'est comme si c'était une tierce mineure. Et même, il y a une illusion en fait sensorielle, acoustique, qui fait qu'on a l'impression que c'est encore plus grand qu'une tierce mineure. Donc, il y a un grand vide en réalité entre le sixième et le septième degré. Le sixième, lui, en plus, il est beaucoup plus proche du cinquième. Il y a un demi-ton. Il n'a pas envie de monter, il a envie de redescendre. Donc, mélodiquement, le sixième degré, il n'a pas envie d'aller vers le septième. Il va falloir l'aider à aller vers le septième si on veut mélodiquement aller de l'un à l'autre. Et pour cela, il va falloir augmenter le sixième degré, donc mettre un dièse. Sauf qu'un dièse par rapport à un bémol, c'est un bécard. D'accord? Le ré, il est bémol, il faut l'augmenter d'un demi-ton. Et donc, depuis qu'on a inventé le bécard, ben, ce n'est pas un dièse, c'est un bécard. À une époque, les bécards n'existaient pas. Ici, on aurait mis un dièse, et le dièse, il aurait augmenté d'un demi-ton, en fait, le bémol. Aujourd'hui, on a le bécard. Donc ça, c'est la gamme mineure mélodique ascendante. Donc, on a augmenté le sixième degré pour l'aider, parce qu'il n'en a pas du tout envie, à aller vers le septième degré. Et maintenant, la gamme mineure mélodique descendante. Et figurez-vous que descendre, en fait, ça veut dire aller du haut vers le bas. Vous allez me dire que c'est évident? Alors, si c'est évident, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi vous êtes quand même quelques-uns à m'avoir écrit la gamme mineure mélodique descendante de cette manière-là, sachant qu'en musique, on lit comme en français, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Comment... Je ne comprends pas. Est-ce que vous n'avez pas bien lu la consigne? Je vous rappelle bien à chaque évaluation, je le dis à chaque évaluation, je le répète, de lire chaque mot de la consigne. Si je vous le dis, il y a une raison, peut-être. Bon. Donc, chaque mot est important. Descendre, ça a un sens en français. Il faut respecter ce mot. Donc, on va commencer déjà par écrire la gamme du haut vers le bas. Bien. Alors, il s'agit de la gamme mineure. Alors, mineure, attention, il faut préciser la sensible, elle n'est pas à la clé. Je mets l'altération accidentelle qu'il faut. La gamme mineure mélodique descendante. Alors, on se retrouve avec le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire une seconde augmentée, ici, 1,5 ton, c'est trop grand. En plus, le septième degré, c'est la sensible. Le septième degré a envie, irrésistiblement envie de monter au premier degré, il n'a pas du tout envie de descendre au sixième. Et nous, on veut qu'il descende au sixième. D'accord? Enfin, imaginons que c'est ce qu'on veut. On veut qu'il descende au sixième. Eh bien, il va falloir l'aider à descendre au sixième. Parce que mélodiquement, le septième degré ne va pas du tout faire ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à descendre au sixième? Eh bien, on va abaisser le septième degré, et pour ça, on va enlever le bécard. On ne va pas mettre un bémol, il y a déjà un bémol, mais on va enlever le bécard. Et donc, ceci n'est pas le septième degré normal du mode mineur, c'est un septième degré abaissé, pour l'aider à descendre vers le sixième degré, qui lui est normal. Voilà la gamme mineure mélodique descendante, que l'on écrit bien du haut vers le bas. Question suivante, que signifie clarinette en La? Alors ça, ce sont les instruments transpositeurs. Ça n'a rien à voir avec la partition, il n'y avait pas sur la partition que je vous ai donnée une clarinette en La, mais il existe des instruments transpositeurs. Alors c'est une bizarrerie, les instruments transpositeurs, c'est des instruments qui ne jouent pas la note qu'il y a écrite sur la partition. Il y a écrit une note sur la partition, il la joue, et quand on l'entend, en fait c'est une autre note. Bon, donc, clarinette en La, en fait, ça veut dire que lorsque le clarinettiste lit la note Do sur la partition, le son que l'on va entendre, ça va être La. D'accord? Clarinette en La, ça veut dire que un Do lu égale un La entendu.
Alors, ce n'est pas valable que pour Do, ça va être valable évidemment pour toutes les notes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire qu'on va entendre une tierce plus bas. Tout ce que l'on va entendre va être une tierce plus bas que ce qui est écrit sur la partition. Vous avez aussi des clarinettes en si bémol. Donc, clarinette en si bémol, ça veut dire que lorsqu'on va lire un Do, on va entendre un si bémol. Et dans ce cas, ça veut dire qu'on va entendre tout un ton plus bas, une seconde majeure plus bas que ce qui est écrit. Voilà ce que ça veut dire. Que signifie adagio? Question 12. Que signifie adagio? Eh bien, adagio, c'est un tempo, et c'est un tempo lent, plutôt lent. Voilà pour la correction de cette évaluation. J'espère que cette vidéo longue, parce qu'il y avait eu un cours et il y a eu en plus la correction de l'évaluation, mais j'espère que cette vidéo longue, dans laquelle j'ai essayé de tout récapituler précisément, vous sera utile si vous avez la patience de la regarder et vous permettra peut-être de mieux comprendre, de réviser et de progresser. Merci en tout cas si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, d'avoir eu la patience de revoir tout ça, et je compte sur vous pour bien réviser encore tout ça.